il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Mon invité du jour est Jean-Baptiste Noé. Il nous présente son ouvrage « François le diplomate ». Il s'agit du pape François, la diplomatie de la miséricorde. Il est historien et économiste, conseiller en géopolitique, directeur de la revue Conflits et d'Orbis Géopolitique, ainsi qu'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, notamment sur le Vatican et les papes. Bonsoir. Bonsoir. Votre ouvrage fait à peu près 200 pages. Il est articulé autour de 3 parties. Une première qui explique la continuité qu'il peut y avoir entre l'actuel souverain pontife et ses prédécesseurs directs. Une partie sur la Troisième Guerre mondiale, une notion sur laquelle on reviendra. Et une troisième partie sur le polyèdre de la mondialisation, aussi une notion qui méritera d'être traitée. Alors, première question, vous décrivez le pape dans votre ouvrage, comme, quand il arrive en 2013, comme sans expérience en matière diplomatique, pas européen, mais quand même un peu européen, et populiste, et moi j'ajouterais aussi volontiers provocateur, puisqu'on le voit, il fait souvent beaucoup de bruit. Tous ces éléments, mais un pape qui est tout de même dans la continuité de Benoît XVI. Est-ce que vous pouvez expliquer qui est le pape François et en quoi il est dans la continuité de son prédécesseur? Alors, les autres papes avaient eu des expériences diplomatiques. Paul VI est un diplomate, Jean XXIII également, lui non. C'est quelqu'un qui a très peu voyagé, il le dit lui-même, il est assez casanier, donc il n'a pas beaucoup quitté l'Argentine. Et donc, il a une connaissance du monde pratique qui est assez faible, même si, évidemment, il s'était intéressé au sujet du monde. Et donc, lorsqu'il est devenu pape, il a dû endosser les habits d'un diplomate, puisque c'est la question, enfin, le pape est à la fois le chef de l'Église et le chef d'un État, l'État la Cité du Vatican. Et le Saint-Siège est un des États qui a le plus grand nombre de diplomates à travers le monde. Donc, il a dû endosser ce costume de diplomate. Il l'a fait d'ailleurs assez rapidement, notamment parce qu'il bénéficie d'un état profond du Vatican, avec un certain nombre de diplomates de très haut rang qui ont pu continuer les dossiers qui avaient été ouverts par Jean-Paul II et par Benoît XVI. Et dans mon ouvrage, je cite notamment le cardinal français Jean-Louis Torrent, qui a eu un rôle très important sur le dossier avec le rapport avec l'islam. Et donc le pape François a repris ça et a continué ces dossiers. Comme pour tous les États d'ailleurs, le chef d'État peut changer. La diplomatie d'un État est liée à sa culture, à son histoire, et donc généralement change assez peu. Alors vous parlez justement de la diplomatie du Vatican en général, en plus de celle du pape François. Est-ce que l'activité diplomatique elle-même, dans ce qu'elle est-ce qu'elle n'est pas en contradiction avec la mission de l'Église, qui a priori est le salut individuel des êtres humains et non pas un salut collectif? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre l'activité diplomatique et le sens même de ce qu'est l'Église catholique? Alors l'Église et le Saint-Siège sont deux réalités différentes. C'est deux réalités théologiques et juridiques différentes. Mais dès le début de son histoire, l'Église a eu des relations diplomatiques avec l'empereur, avec les différents rois sous l'époque antique. Donc ça remonte au premier temps de l'Église et au premier pape. Donc ça s'inscrit vraiment dans son histoire, dans ces 2000 ans d'histoire. Et on a toujours eu des papes qui ont eu cette activité diplomatique. Le Saint-Siège est d'ailleurs le premier État à avoir créé au XVIIe siècle une école pour former les diplomates, école qui existe encore aujourd'hui. Donc ça appartient vraiment à l'histoire de l'Église, et le rôle de cette diplomatie, c'est pas de faire valoir les intérêts du Vatican, c'est de faire valoir les intérêts des chrétiens partout dans le monde. Donc c'est complètement
intégré dans la mission de l'Église, puisque la diplomatie du Vatican a d'abord comme objectif de défendre la liberté religieuse des chrétiens à travers le monde et de défendre l'ensemble des valeurs humaines également. Donc elle s'intéresse aussi aux non-chrétiens. Et c'est pour ça qu'après, lors des interventions du pape, que ce soit François ou un autre, on retrouve ces deux éléments, défendre la liberté religieuse des chrétiens et défendre la dignité de l'être humain partout dans le monde. Et alors, vous dites que le pape François est un peu... il se dit de nature casanière, et finalement, il s'est rendu dans de nombreux pays, notamment en Afrique, en Centrafrique. Il a reçu des chefs d'État du Soudan et du Soudan du Sud. L'Afrique, il en est pas mal question depuis 2013 et l'arrivée du pape François, il en était déjà question un peu avant. L'Afrique, c'est aussi un grand conflit migratoire avec l'Europe. Et vous parlez d'ailleurs du droit au retour que le pape a évoqué à plusieurs reprises. Et pourquoi le pape François ne parle-t-il pas plus souvent du droit au retour plutôt que de l'accueil ? C'est pour vexer les Européens. Quel est le but, en fait ? Alors, le dossier migratoire, c'est un peu le dossier sensible avec lequel il s'est beaucoup brouillé avec les Européens, et notamment avec la population européenne. Ça a souvent été mal compris. Moi, le but de mon ouvrage, c'est aussi de travailler sur les textes tels qu'ils sont réellement dits, sur les discours tels qu'ils sont réellement prononcés, et non pas sur ce qui en est rapporté par la sphère médiatique, et de montrer les deux versants. C'est vrai que c'est un sujet qui le touche beaucoup. Lui-même est un fils de migrant, puisque ses parents ont quitté l'Italie pour aller en Argentine, et l'Argentine est un pays qui a été composé de migrants. Donc il est marqué par son histoire personnelle, par cette question-là. Et il a été extrêmement marqué lorsqu'il arrive en 2013 comme évêque de Rome, donc on est au moment où il y a de grandes vagues migratoires qui traversent la Méditerranée, par le fait qu'il y a de très nombreux morts en Méditerranée et qu'il a l'impression, réelle ou supposée, que les États européens ne font pas grand-chose pour éviter ces morts. Donc ça l'a marqué et on peut comprendre aussi qu'ils soient intervenus sur ce sujet-là pour éviter ce qu'il a appelé la mondialisation de l'indifférence et éviter que la Méditerranée ne devienne un grand cimetière à ciel ouvert. Ce qui est intéressant sur la question migratoire, alors c'est vrai que le pape actuel a beaucoup insisté sur l'accueil. Il a reproché aux États européens de ne pas être assez généreux dans l'accueil, pour certains de construire des murs et non pas de construire des ponts. C'est une grande partie de son discours. Il y a aussi un autre versant qui est certes moins développé, mais qui est néanmoins présent, qui est d'abord le droit premier à rester dans son pays et à pouvoir développer son pays, donc à lutter contre les facteurs qui sont générateurs de départ, et également à lutter contre les mafias qui organisent ce trafic de migrants et qui s'enrichissent beaucoup sur le trafic de migrants. C'est aussi des sujets qu'il a évoqués et qui font partie également de la réflexion des diplomates du Vatican. C'est une forme, c'est l'enracinement finalement dont parlait aussi Benoît XVI, mais pourquoi à côté de cela parler alors de société interculturelle ? Qu'est-ce que ça veut dire que ce terme interculturel et quelle est la différence avec multiculturel ? Un des grands axes de la diplomatie du Saint-Siège, c'est d'éviter les conflits, c'est d'éviter les guerres et notamment de réfléchir à la manière dont les différents peuples et populations peuvent coexister de manière pacifique. Donc une société multiculturelle, c'est une société où il y a un mélange de peuples, de cultures à l'intérieur d'États. La société interculturelle, c'est la coexistence pacifique de différents peuples ou cultures qui ont des échanges entre elles, et c'est un élément qui peut être positif, qui se connaissent. L'idée du pape, c'est qu'il faut toujours dialoguer et que par le dialogue, on arrive à éteindre des conflits, on arrive à mieux se connaître, et donc ça peut éviter beaucoup de peur ou beaucoup de mauvaise compréhension. Il faut bien voir que le Vatican est un État un peu particulier, il n'a pas d'armée, il n'a pas de moyens de pression. Son seul ressort, c'est le dialogue, et c'est d'essayer de discuter avec tout le monde, y compris avec ses ennemis. Donc ça lui est parfois reproché, mais le pape a toujours considéré qu'il valait mieux parler soit directement, soit par des intermédiaires avec des pays qui persécutent les chrétiens, pour essayer de trouver une solution, pour essayer de desserrer un peu les taux, plutôt que d'être dans la confrontation et que finalement la méconnaissance engendre d'autres drames et provoque davantage de violence. Mais des drames et des violences, par exemple, il y en a eu en Europe. C'est une question qu'on revoit souvent, des gens qui critiquent le pape en Europe. Il y a eu ces drames de l'immigration qui sont les Africains qui se noient, mais il y a aussi un autre drame, c'est le drame européen. C'est un drame à deux facettes. Il y a eu notamment les viols de Cologne, qui sont un épisode terrible de l'histoire récente européenne. Et on a beaucoup entendu parler le pape des migrants, mais très peu des Européens. Est-ce qu'il ne porte pas en lui
cette espèce de germe qu'on retrouve notamment dans la gauche identitaire américaine, qui est la haine de soi, en fait, l'amour de l'autre jusqu'à la haine de soi. C'est vrai que c'est un sujet qui n'a pas été évoqué, ni d'ailleurs par les épiscopats européens, ni même d'ailleurs par les hommes politiques européens. Il y a un aveuglement plus ou moins volontaire sur des crimes ou sur des drames qui sont provoqués en Europe par ces sujets-là. Et ça, c'est un des angles morts. C'est vrai qu'il y a toujours le versant dramatique des mafias et puis des migrants qui sont maltraités ou qui meurent en Méditerranée. Et on ne voit jamais l'autre versant, c'est-à-dire les problèmes de criminalité ou les drames que subissent les Européens par l'afflux de ces migrants. Alors, il y a un versant que vous évoquez dans votre ouvrage et qui est finalement très peu connu, puisqu'on parle presque tout le temps du pape François comme quelqu'un qui serait progressiste sur les questions de mœurs, qui serait très ouvert à l'accueil des migrants, tout ça, mais on parle finalement assez peu de son activité diplomatique, qui est le cœur de cet ouvrage, et du rapprochement qu'il a pu avoir avec la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, finalement, le Vatican s'est rapproché de la Russie et quelles en ont été les conséquences? Alors ça, c'est un dossier qui a été ouvert par Benoît XVI et par Jean-Paul II et que François a clos. C'est notamment la rencontre à Cuba avec le patriarche de Moscou, qui est le Kirill, qui est un très grand moment parce que c'était la première fois qu'il y avait une rencontre entre le pape et le patriarche de Moscou. Alors ça n'a pas forcément après abouti sur des choses immédiatement concrètes, mais en tout cas, le symbole était important et surtout le fait que c'est lieu à Cuba, dans cette île communiste, qui a longtemps banni la religion et qui a persécuté les chrétiens. Donc il y avait un double symbole. Et encore une fois, l'idée, c'est que ce qui est important, c'était la rencontre et de pouvoir échanger directement en faisant tomber les murs de l'incompréhension. C'est quand même un élément extrêmement fort et je pense qu'il restera comme le moment le plus fort du pontificat du pape François pour le volet diplomatique. Et du coup, cette question du rapprochement avec la Russie a été utile pour la résolution de la crise syrienne, puisqu'il y a eu un accord de vue assez net entre le Saint-Siège et la Russie, notamment sur l'État islamique et sur la manière de traiter avec le gouvernement de Bachar el-Assad, et également sur la question ukrainienne, qui est une question extrêmement sensible, sur laquelle le Saint-Siège a été particulièrement prudent parce qu'elle est compliquée, mais il y a eu aussi l'idée de négocier avec la Russie pour voir comment résoudre au mieux cette imbrication ukrainienne qui a partagé l'Ukraine en deux, entre l'Est et l'Ouest. Alors il y a eu Cuba avec Kirill, il y a eu le rapprochement avec la Russie, la question de la Syrie. Vous évoquez aussi dans l'ouvrage le déplacement du pape en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'un de ses diplomates en Arabie Saoudite. Quel a été le rôle du Vatican ces dernières années dans le Golfe? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire dans le Golfe? Alors ça, c'est le rôle du cardinal Torrent, qui est un Français qui est décédé en 2018, qui était diplomate sous Jean-Paul II et Benoît XVI et François. C'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent, qui a très bien compris ce qu'était l'islam dans ses contradictions et dans sa variété également. Parce qu'on a souvent une vision monolithique de l'islam, alors qu'il y a une très grande diversité entre l'Indonésie, l'Arabie Saoudite et le Maroc. Et le cardinal Torrent a toujours été sur la même ligne, à savoir qu'il fallait mettre les musulmans face à leurs contradictions et face à leurs responsabilités. En leur disant, si vous dites que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam, si vous dites que les islamistes ne sont pas de bons musulmans, eh bien, il ne faut pas vous arrêter uniquement aux mots, il faut les condamner ouvertement, il faut avoir des actes concrets qui montrent que effectivement, ce n'est pas ça l'islam et que vous êtes dans les faits réellement tolérants. Et donc, le cardinal Torrent a essayé de voir un petit peu quelles étaient les personnes avec qui on pouvait dialoguer, avec qui on pouvait avancer. Il y a notamment eu une visite à l'été 2018 où il a rencontré les différents dignitaires d'Arabie Saoudite. C'était la première fois qu'un responsable aussi haut placé de l'Église catholique rencontrait les dignitaires de l'Arabie Saoudite. Il a fait une visite de 10 jours, alors qu'il était gravement malade puisqu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Il est mort quelques semaines plus tard. Ça a été là aussi un moment extrêmement important. Et le but du cardinal Torrent était de desserrer l'étau qui pèse sur les chrétiens en Arabie Saoudite et dans les pays musulmans du Golfe, notamment pour qu'ils puissent pratiquer librement leur foi. Alors, certes, tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais ça a quand même permis de donner quelques petites mesures de liberté pour que les chrétiens puissent davantage pratiquer leur foi librement dans ces pays-là. Alors ça, c'est la doctrine Torrent vis-à-vis de l'islam.
il y a un autre élément qui fait l'objet d'une partie et qu'on va évoquer dans votre livre, c'est la Troisième Guerre mondiale par morceaux. C'est un thème qui est cher au pape François. Qu'est-ce que c'est que cette Troisième Guerre mondiale du pape François? Alors ça, c'est une expression qu'il a employée à Sarajevo lors de sa visite de la ville. Et en fait, avec une vision assez globale du monde et des conflits, il a voulu montrer qu'il y avait des liens entre les différents conflits, qu'il pouvait y avoir des éléments de puissance, des intérêts de puissance aussi, et qu'on ne pouvait pas traiter les conflits indépendamment les uns des autres. Ce qui, dans une mondialisation, tout est un peu connecté, donc que ce soit les questions migratoires, les questions mafieuses, les questions de vente d'armes, et que le conflit au Soudan, le conflit en Syrie, les conflits également en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, doivent se traiter de manière globale, notamment par les discussions d'État à État, par la lutte contre les systèmes mafieux, et qu'on ne peut pas isoler un conflit par rapport à un autre. Et puis, ce qu'a voulu aussi exprimer le pape François, c'est qu'il n'y a pas de petits conflits. Il y a forcément des conflits qui sont plus important en termes de combattants, plus important en termes de morts, mais que quand un État ou quand une région subit un conflit, pour la population qui le subit, ce conflit est dramatique. Et donc il faut essayer de résoudre ou d'atténuer les conflits là où ils sont et ne pas en oublier, parce qu'on a parfois tendance à oublier certains conflits, à les laisser pourrir pour ne se focaliser que sur d'autres. Alors un conflit que le pape François n'a pas oublié, mais dans lequel il marche sur des œufs en quelque sorte, c'est la Chine. Où il y a eu une histoire de reconnaissance de l'Église officielle. Vous pouvez nous résumer déjà ce conflit en Chine vis-à-vis entre l'État et les catholiques, et pour le moment, en quoi c'est un échec, si c'est un échec? Alors c'est un sujet qui est extrêmement sensible, le dossier chinois, parce que les catholiques sont nombreux. Il y a deux églises, donc une église qui est reconnue par l'État et dont le clergé doit prêter affiliation au Parti communiste, et une église qui est souterraine, qui est persécutée. Et ce qu'avait commencé Benoît XVI, et ce que ça a essayé de reprendre le pape François, c'est de desserrer l'étau qui pèse sur les catholiques. Et notamment, il y a beaucoup de diocèses qui ne sont pas pourvus en évêques. Et donc, un des objets de l'accord entre le Saint-Siège et la Chine, c'est de pouvoir nommer des évêques dans ces diocèses qui sont dépourvus d'évêques. Ce qui est problématique parce que, du coup, il y a beaucoup de catholiques qui n'ont plus de référents en termes de prêtres ou en termes d'évêques. Alors, comme à chaque fois, évidemment, c'est un accord de gré à gré. Le Vatican n'a pas des moyens de pression sur la Chine, donc il est limité au bon vouloir du gouvernement chinois. Pour l'instant, ce n'est pas complètement une réussite parce que Xi Jinping a réactivé la politique de la sinisation. Il a des référentiels très clairs à Mao. Et on a une répression religieuse qui s'est très fortement développée depuis 2 ans. Des croix ont été abattues. La police politique surveille les églises. Les moins de 18 ans, les enfants de moins de 18 ans n'ont pas le droit d'entrer dans les églises. En cas de dénonciation, les parents sont arrêtés. Donc il y a une ferme volonté du gouvernement chinois de réprimer les chrétiens et d'empêcher la transmission de la foi. Donc alors on ne connaît pas la nature de l'accord puisque c'est un accord secret, donc il n'a pas été rendu public, mais en tout cas il est probable que sur un certain nombre de points, cet accord ne soit pas respecté. Ça a créé des remous aussi avec des évêques. Ah oui, notamment l'ancien canal de Hong Kong, le canal Zen, qui est un opposant farouche au Parti communiste depuis toujours, et qui a toujours dit qu'il ne fallait pas faire confiance au Parti communiste et qu'il trahirait l'accord. Alors, il a raison, simplement les deux ne sont pas sur le même plan. C'est-à-dire que d'un côté, le canal Zen est à Hong Kong avec la marge de liberté qui est la sienne, et de l'autre, pour le Saint-Siège, l'objectif, c'était de desserrer la mâchoire en train de se fermer sur les chrétiens. Donc même si le Parti communiste est ce qu'il est, même s'il ne respecte pas l'accord, le Vatican en fait n'a pas le choix. Il est obligé de négocier avec eux, obligé d'arracher un accord et éventuellement après de montrer à la face du monde international que l'accord n'est pas respecté. Et justement, à Hong Kong, vous évoquez un peu les chrétiens à Hong Kong. Quelle est la place des chrétiens dans le conflit actuel à Hong Kong? Alors c'est une minorité mais qui est très active, qui joue un rôle extrêmement important dans la défense de la démocratie. Et notamment, les principaux leaders sont chrétiens, catholiques ou évangéliques.
Et les évêques, les archevêques de Hong Kong ainsi que les prêtres ont participé au conflit, aux manifestations, notamment en soutenant les manifestants et en recueillant les blessés. Donc l'Église catholique les chrétiens de Hong Kong sont très en pointe dans la défense de la démocratie, ce qui d'ailleurs n'arrange pas les affaires des chrétiens de Chine intérieure, parce que ça sert d'argument pour le gouvernement de Xi Jinping pour renforcer la répression, en disant regardez ce que font les chrétiens de Hong Kong, c'est la preuve que ce sont des séditieux, que ce sont des gens dangereux, et donc ça justifie la répression religieuse en Chine. Donc la situation de Hong Kong est très compliquée à gérer pour le Saint-Siège, parce que d'un côté on comprend que les chrétiens de Hong Kong défendent leur liberté, mais de l'autre ça met en porte-à-faux les chrétiens chinois. Vous dites aussi que Carrie Lam, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la patronne de Hong Kong, oui. La femme qui est à la tête de Hong Kong et qui est proche de Pékin, elle est catholique par contre. Exactement, elle est catholique. Comment ça s'explique alors qu'il y a une catholique qui défend l'État chinois communiste face à des manifestations qui sont eux-mêmes chrétiens, dont des catholiques? Bon, ça c'est la liberté de chacun, et les catholiques peuvent être dans tous les camps. Enfin, c'est la liberté de chacun de pouvoir choisir le camp où ils sont. Mais effectivement, elle est catholique, elle est baptisée et elle se revendique comme telle, mais elle est du côté pro-gouvernemental. Et alors, enfin, un dernier élément qui est assez passionnant dans votre livre, c'est que vous cassez une idée reçue qu'on entend beaucoup en Europe, c'est le pape François s'intéresse beaucoup à l'Amérique du Sud, à l'Afrique, à l'Asie, puisque c'est là-bas que se situe l'avenir du catholicisme. On nous discourt ça par rapport au cardinal Sarah, qui dépend d'un continent sur lequel il y a des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de catholiques ou de futurs catholiques. Et selon vous, l'avenir du catholicisme ne réside pas forcément en Amérique du Sud, en Asie ou en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette idée? Alors, ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage et dans mes précédents, c'est que le phénomène de la mondialisation amène deux choses. C'est l'activation des cultures fortes et la destruction des cultures faibles. Et avec la mondialisation, on a notamment la réactivation de l'indigénisme ou des mouvements identitaires régionaux. On le voit en Amérique latine avec des mouvements indigénistes beaucoup plus forts qu'ils n'étaient il y a 20 ou 30 ans. Et c'est également le cas en Afrique. Et en Afrique, on a trois rapports de force entre la zone musulmane, la zone chrétienne et puis l'animisme. Et l'animisme est en plein essor, notamment les vaudous. Par exemple, la mafia nigériane a des rites d'intégration qui sont directement inspirés du rite vaudou. Et puis, il y a ce conflit en Centrafrique, où ça a été présenté comme un conflit entre chrétiens et musulmans, et on a présenté les anti-balaka comme étant des milices chrétiennes, alors qu'elles ne le sont absolument pas. D'abord, la plupart ne sont pas baptisées, mais pour entrer dans les mouvements anti-balaka, il y a tout un rite d'initiation qui est un rite d'initiation vaudou, avec scarification et avec intervention des esprits. Donc on a des populations qui sont souvent présentées comme chrétiennes, qui soit ne sont pas baptisées, soit tout en l'étant, se rattachent de plus en plus au mouvement vaudou. Donc le catholicisme en Afrique est plus fragile qu'il n'y paraît. Par exemple, il y a un manque de prêtres. En fait, on a l'impression que c'est un réservoir sans fin de prêtres, mais par rapport au nombre d'habitants, il y a moins de prêtres qu'en Europe. Et vous avez des zones où il y a un manque cruel de prêtres, notamment au Congo. Donc il y a une fragilité. Je fais de la prospective, donc comme dans toute prospective, on peut se tromper. Peut-être que ce que j'énonce sera démenti par les faits dans 10 ou 15 ans. Mais en tout cas, on voit une fragilité qui fait que je suis un peu moins optimiste quant aux évolutions, et notamment sur cette question du réveil identitaire, du réveil de l'indigénisme, et puis également sur la montée des différentes sectes vaudou, qui est en train de prendre le pas. Et il est possible ou probable qu'elle absorbe la religion musulmane, la religion chrétienne, et qu'elle devienne en fait la religion principale, comme elle l'était avant le début de la parenthèse coloniale. Merci beaucoup Jean-Baptiste Noé. Je rappelle votre livre François le diplomate, la diplomatie de la miséricorde, et c'est paru chez Salvator.